Vous avez l'Organisation mondiale de la santé qui dit qu'il faut utiliser le moins possible les écrans avant 5 ans, sur la base d'études scientifiques qui font vraiment consensus aujourd'hui. Et malgré cela, on voit bien qu'en France, énormément d'enfants sont exposés de longues heures à des écrans bien avant 5 ans. Donc là-dessus, on a un vrai problème. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bienvenue pour une nouvelle matinée santé sur Beurre FM. Karima Chadibaoui est avec nous. Bonjour Karima. Tout le monde. Voilà, coach familial, parental et fondatrice de l'école l'ENAT de naturopathie. Notre invité aujourd'hui s'appelle Yves-Marie. Bonjour et bienvenue Yves. Bonjour. Vous êtes cofondateur et délégué général de Lève les yeux. C'est une association qui existe depuis 2 ans. Quel est l'objectif de votre association ? Notre objectif, c'est de promouvoir la déconnexion et d'encourager à réduire l'usage des écrans. Voilà, et vous luttez pour la reconquête de l'attention. Exactement. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, parce qu'aujourd'hui, les gens sont très peu attentifs. En tout cas, ils sont attentifs très peu de temps, parce que tout est fait pour les alerter, pour les déconcentrer, en fait. Tout à fait. Il y a même un livre là-dessus de Bruno Patino qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge », qui explique qu'on a notre temps d'attention aujourd'hui est de 10 secondes quand il est de 9 secondes pour les poissons rouges. Vous parlez d'urgence sanitaire à propos de l'exposition des enfants aux écrans. C'est pas exagéré, l'urgence sanitaire ? Il nous semble pas, puisque vous avez même l'Organisation mondiale de la santé qui dit qu'il faut utiliser le moins possible les écrans avant 5 ans. Sur la base d'études scientifiques qui font vraiment consensus aujourd'hui. Je renvoie là-dessus au livre de Michel Desmurger, La fabrique du crétin digital. Et malgré cela, on voit bien qu'en France, énormément d'enfants sont exposés de longues heures à des écrans bien avant 5 ans. Donc là-dessus, on a un vrai problème. La jeunesse française passe désormais l'essentiel de son temps éveillé devant un écran. On ne va pas essayer de trop polluer avec des chiffres, mais en gros, pour nos ados, par exemple, 16-24, c'est combien d'heures par jour devant les écrans ? 16-24, selon donc l'agence de santé visuelle, la SNAV, en 2019, ça a été évalué à 11h45 par jour en moyenne. C'est énorme. Pour les 16-24 ans. 11h45, c'est-à-dire la moitié de la journée. Plus, ouais. Il y a 17 heures éveillées dans une journée. Donc c'était avant le confinement. Et là, on parle de la classe quand même qui est la plus concernée. Voilà, ça c'est le maximum. Ouais. D'accord. Et par exemple, pour si on prend les 10-15 par exemple. Là, on n'a pas vraiment de chiffres précis en France, mais d'après les chiffres américains et ce qui semble ressortir, on serait quand même autour de 7-8 heures, quoi. Selon les âges, ça peut. Mais pour les ados de 13-15, on est facilement à entre 6 et 8 heures. On parle d'écran, mais ce qui a créé le véritable changement, c'est l'arrivée du smartphone. Qu'est-ce que ça a changé, l'arrivée du smartphone ? Le changement décisif du smartphone, c'est qu'on a Internet dans la poche, on a l'Internet mobile. Donc en fait, au lieu d'avoir un écran chez soi ou au travail, on a aussi un écran dans sa poche quand on va dans les transports, dans la queue, dans n'importe quel moment au restaurant, dans tous les moments. En fait, ça a conquis, ça a envahi tous les petits interstices de notre temps de la journée. Et ça a fait passer notre temps d'écran, qui était en moyenne à 5h40 par jour en 2012. Aujourd'hui, en moyenne, en France, pour les adultes, c'est 10 heures par jour. Voilà, ça, c'est l'arrivée du smartphone. Donc, ça a déjà doublé. L'addiction au smartphone, elle est organisée. Il faut expliquer que dès le départ, dès la conception du produit, tout est fait pour nous rendre accros. Exactement. Il y a des gens qui sont professionnels. Il y a même un secteur qui s'appelle la captologie, avec une université, avec un laboratoire dédié à l'université de Stanford aux États-Unis, et donc des professionnels, des neuroscientifiques qui travaillent sur comment capter notre attention au maximum pour qu'on passe un maximum de temps sur nos applications, puisque c'est pour eux une source de revenus, puisque la base de leur modèle économique pour la plupart des entreprises du numérique, c'est le modèle publicitaire. Et donc, plus on passe de temps, plus on échange, on revend, on a des données personnelles à collecter et à revendre pour du ciblage publicitaire. Mais comment ils s'organisent pour nous capter et toujours nous garder accros, en fait ? Comment ils utilisent ? Quelles sont les sciences qu'ils utilisent ? Alors, il y a tout un tas de techniques. Ils se basent essentiellement sur les neurosciences et ils étudient les mécanismes du cerveau. Et donc, il y a plein. On pourrait parler le grand classique, c'est le mécanisme de la récompense aléatoire.
basé sur les études de Skinner, où là, vous avez des petites gratifications qui sont variables, qui sont pas toujours les mêmes, et ça peut vite rendre un petit peu fou. On a des shoots de dopamine quand on en reçoit, et on en veut toujours plus. C'est un peu le principe de la drogue, en fait, on n'est jamais rassasié, on veut retrouver cette petite sensation, et donc on y revient de manière compulsive. Voilà. Et il y a plein d'autres techniques comme ça, il y a plein d'ouvrages là-dessus sur les techniques addictives pour nous rendre accros à nos applications. La captologie. Hein. Oui, pour capter notre attention et capter... Parce que le cerveau fonctionne avec nos 5 sens, hein, donc avec des images, avec des sensations, qui va agir en fait sur le cerveau émotionnel et sur le cerveau l'occipital. Hein. Et du coup, le circuit de la récompense, et on le voit quand un adolescent, par exemple, quand on lui coupe, on arrête, il est en train de jouer, il est en pleine, son cerveau envoie l'information en pleine sécrétion en fait des hormones du bien-être, donc des opiacés aussi, donc au niveau de la Cubens, le circuit de la récompense. Et donc, quand on le coupe à ce moment-là, on peut avoir des réactions très très violentes. Et c'est pour ça, le dire aux parents aujourd'hui, que quand les parents arrachent ou coupent, vous savez, la plupart... Quand ils veulent déconnecter leur enfant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont couper le Wi-Fi, ou ils vont dire, puisque l'enfant, il l'appelle plusieurs fois, arrête, allez, ça suffit, viens à table, ça suffit, est-ce que tu as fait tes devoirs, arrête de jouer, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, le parent n'est pas entendu, qu'est-ce qu'il fait ? Il coupe la connexion et qui va déclencher une tornade, en fait, au niveau émotionnel chez l'enfant, avec de la violence, parfois, avec une incompréhension, il jette tout, et les parents ne comprennent pas. En fait, parce qu'il y a une rupture au niveau du circuit de la récompense, et donc l'enfant va aller chercher en fait comment il peut assouvir ce besoin qui a été stimulé et par le jeu et par toute la neurobiologie et du cerveau qui est en fait déclenchée. Voilà, donc ça pour les parents, c'est vraiment important qu'ils comprennent ça, que c'est pas parce que leur enfant est mal élevé ou que leur enfant c'est vraiment biologique. Et donc toutes les études qui ont été faites, ça a été étudié pour ça, pour justement rendre nos enfants accros. Non pas que nos enfants, parce que nous aussi. Hein. Je crois que nous aussi. Hein. C'est clair. Combien de fois dans la journée on prend notre téléphone, notre smartphone pour regarder, j'ai reçu un message ou pas, qu'est-ce qui se passe là-dessus ? Parce que tout a été créé regardez les gens dans les salles d'attente ou dans les transports en commun, comment ils sont happés par leur téléphone. Hypnotisés, on peut parler d'hypnose, hein, carrément. Hein. Donc le smartphone, c'est vraiment un outil efficace en termes de captation de l'attention. On n'a pas fait mieux, et puis c'est vraiment très important ce que vous dites, parce que précisément ce qu'on veut vraiment toujours dire aux familles, nous aussi, quand on intervient, c'est qu'il y a une sorte de rapport de force inégal entre ces industriels, et donc encore une fois, c'est des gens qui ont fait des grandes études dans les plus grandes universités américaines, des scientifiques de haut vol qui sont embauchés par des entreprises qui sont les plus riches de toute l'histoire de l'humanité, littéralement, qui mettent au point des applications dont l'objectif est de capter l'attention. Et en face de ça, vous avez un enfant de 13 ou de 10 ou à 15 ans, ou des adultes qui ne peuvent rien, en fait. Nous, on est des marionnettes de leur manipulation. Alors, dans une certaine mesure, évidemment, il ne faut pas exagérer, on peut toujours aussi reconquérir justement son attention, résister, mais il y a un rapport de force qui est inégal, et c'est très difficile de résister à toutes ces tentations. Voilà, d'ailleurs, il y a plein de repentis parmi les gens qui travaillent là-dedans. Il y a dans le documentaire de Netflix, là, derrière vos écrans de fumée, ils racontent ça très bien. Il y a pas mal de livres où c'est raconté. Donc ouais. Il y a des repentis, mais aujourd'hui, comment combattre quelque chose contre lequel on ne reviendra pas en arrière ? La question, c'est penser que ça va changer et que ça va revenir comme avant, c'est illusoire. On est, j'allais dire, condamné à vivre avec aujourd'hui. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que finalement, quand on nous a dit que ce qu'on mangeait était essentiellement composé de pesticides et qu'on était en train de s'empoisonner quand on mangeait, est-ce qu'on aurait pu dire, c'est illusoire d'imaginer qu'on va revenir en arrière et remanger de la nourriture normale ? Aujourd'hui, je vois que le bio est en train d'exploser et que les gens se mettent à s'alimenter mieux. Donc, j'ai une part de moi qui garde espoir que peut-être on va pas nécessairement passer notre temps d'écran. La courbe du temps d'écran ne va pas nécessairement augmenter jusqu'à atteindre 100% de notre temps éveillé, et que peut-être on va aller vers une décroissance de notre temps d'écran. En tout cas, je l'espère vivement.
Et je pense que c'est possible. Je pense qu'une fois qu'il y a une prise de conscience, et notamment une prise de conscience des autorités publiques, ça c'est un de nos grands combats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une grosse ambiguïté de la part des autorités publiques qui font un petit peu de prévention, mais qui surtout encouragent au maximum la jeunesse de France à s'équiper en écran. Eh bien, quand il y aura un message clair venu du gouvernement et des collectivités territoriales, etc., là peut-être qu'on pourra commencer à avoir des vraies politiques de prévention qui passent un message clair aux familles et aux populations sur les enjeux. En ce moment, j'ai plutôt l'impression que les messages qui passent, c'est équipez-vous en 5G. Hein. Ah bah non, mais c'est clair. Vous voyez, aujourd'hui, c'est l'offre de Free, on n'est pas du tout dans la prévention. Hein. Ah bah on est dans la Startup Nation, hein, donc c'est la technologie numérique est vraiment considérée comme ce qui va nous sauver de tous les problèmes. S'il y a un Covid, on fait une appli Stop Covid. S'il y a des problèmes à l'école, on fait de l'éducation numérique, et puis tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Mais précisément, le meilleur des mondes d'Aldous Huxley est là pour nous rappeler que c'est pas vraiment le meilleur des mondes. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les produits, dès le départ, ont été pensés pour justement capter notre attention, pour la garder, et non pas pour téléphoner. Ouais. Oui, pour vraiment... je me souviens, j'avais vu un reportage là-dessus sur Google, en fait, qui disait, enfin, la nouvelle version de l'être humain, quoi. Hein, l'être humain connecté, relié... Bon, on va pas faire les paranoïaques non plus, hein, d'accord ? Juste, parce que de toute façon, on peut pas retourner en arrière. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas possible. Mais en tout cas, si nos auditeurs peuvent vraiment entendre et comprendre que derrière ça, il y a aussi quand même des manipulations, il y a une question d'argent, il y a une question, en fait, de pouvoir aussi, de prendre pouvoir aussi sur nos enfants, ces générations-là qui arrivent, ils ne réfléchissent plus. Ils ne réfléchissent plus. Manque de lien, il n'y a plus de lien. L'empathie, elle est où ? Donc il y a beaucoup de problèmes dans ce sens-là. Et en tout cas, moi, souvent, je me sens un peu débordée parce que je me dis, ça va trop vite. Ça va trop vite parce que finalement, notre capacité en fait à pouvoir anticiper, à réfléchir et à préparer et à baliser un petit peu le terrain, parce qu'on peut pas dire à nos enfants et les parents qui nous écoutent, on peut pas leur dire enlevez complètement les téléphones, enlevez complètement la tablette, enlevez complètement tous les écrans. C'est pas possible. On peut pas. À moins d'habiter après sur une île ou d'aller je sais pas où, c'est pas possible. Maintenant, trouver un équilibre. Et je crois que c'est là la difficulté, Philippe, de trouver vraiment un équilibre sur qu'est-ce que le temps d'écran, comment le réduire, parce que là c'est beaucoup trop, comment le réduire pour ne pas non plus détruire aussi toutes nos belles capacités humaines, tout ce qu'on peut faire, toute cette intelligence en fait humaine. Mmh. Alors vous avez eu une idée, c'est de créer un jeu. Ça s'appelle Planète Déconnexion, un jeu pour déconnecter, et vous lancez pour le financer une campagne de financement participatif. Alors déjà, quel est le concept du jeu ? Alors, donc c'est le jeu Planète Déconnexion. Le concept du jeu, c'est de dire la planète est menacée par le trop-plein d'écran, et donc c'est un jeu collaboratif sur lequel les joueurs vont jouer à 6 ou 7 et vont essayer, comme dans un memory, de faire des paires en équilibrant les situations avec et les situations sans écran. Sauf qu'en plus d'un memory classique, il y a quelques cartes pièges. Et donc avec un risque, par exemple le data center, quand on tombe dessus. Oh là, data center, là, ça bouffe du truc là. Là, ça réchauffe la planète, puisqu'on sait bien qu'il y a un coût énergétique très important du numérique. Et donc, si on tombe trop de fois sur le data center, paf, la planète explose et on a perdu. Donc, il faut faire équipe pour sauver la planète. Et donc l'idée, c'est qu'en jouant, on se sensibilise aux différents enjeux de la surexposition aux écrans. Donc les enjeux sanitaires dont on a parlé, les enjeux sur le vivre ensemble, beaucoup de petites scénettes avec un couple qui est avec écran ou sans écran, etc. Et donc aussi les enjeux écologiques. Voilà, nous on l'utilise en fait, on a créé ce jeu puisque la Blésure, on intervient dans les écoles, dans les centres sociaux, dans les collèges pour faire de la sensibilisation. Et précisément, on veut éviter un discours trop anxiogène, parce qu'on voit bien depuis le début de la discussion que ça peut quand même être assez anxiogène ce sujet, et qu'il y a quand même tellement de sujets anxiogènes aujourd'hui dans l'actualité qu'on s'est dit que c'était peut-être pas la peine d'en rajouter une énième couche. Et donc on essaye de l'approcher par un biais un peu plus ludique et sympathique, qui est donc ce jeu de société. Donc l'idée, c'est de trouver les situations où on pourrait faire sans écran. En gros. Par exemple, c'est-à-dire qu'en fait, ça permet aux enfants ou aux jeunes qui jouent de se rendre compte qu'à chaque fois, les deux situations existent. On peut, dans son lit, on peut lire un livre ou on peut regarder son smartphone. Aujourd'hui, l'écran remplace quasiment tout, donc on a toujours les deux solutions. Et à la limite,
les générations des plus jeunes, souvent, ils ne connaissent quasiment que l'alternative écran. En général, ils savent même pas qu'on peut lire un journal papier, par exemple. Il y a toutes ces... Et donc l'idée, c'est de leur montrer, donc ça leur fait le débat. Il y a des débats entre eux, c'est super intéressant. Ils vont eux-mêmes chercher les arguments de pourquoi c'est mieux de faire l'un ou mieux de faire l'autre. Et voilà, on utilise ce jeu pour déclencher des discussions, de la prise de conscience, que se crée en eux un peu une espèce de distance critique avec leur dépendance aux écrans. C'est vraiment réduire l'impact des écrans, hein, aujourd'hui, en les remplaçant par d'autres situations. Exactement, c'est-à-dire que nous on considère que les discussions dans la famille, du dessin, de la musique, en fait toutes les activités de base, ne serait-ce que même avoir l'esprit qui vagabonde, qui s'ennuie et qui pense, n'importe quoi en fait a une certaine valeur pour le développement de la cognition, etc., que les écrans ont tendance à nous atrophier, quoi. Voilà. Donc en fait on essaie de valoriser un peu tout le reste. Sans dire, nous, enfin, on n'est pas anti-écran, à un point de vue, on n'est pas une espèce de technophobie primaire, hein, on a tous des écrans, on travaille avec. Mais évidemment, on considère qu'ils ont pris beaucoup trop de place et qu'il y a un vrai enjeu important de réduire leur place dans la vie, et en particulier chez les plus jeunes. Bon, alors Planète Déconnexion, c'est le premier jeu au monde qui aborde cette question. Donc il y a une campagne. Si on veut participer à la campagne et financer donc la conception de ce jeu et la production du jeu, comment on fait ? Alors, on se rend sur la plateforme Ulule et on tape Planète Déconnexion. Il ne reste que 2 jours pour contribuer. Alors, j'ai pas regardé ce matin, mais on doit être à peu près à 100% de l'objectif, donc on s'est gagné. Mais voilà, il reste encore la possibilité de commander le jeu en ligne. Ce sera sans doute un des derniers, peut-être une des seules occasions de le faire, donc n'hésitez pas. Comment est-ce qu'on va réguler l'usage d'objets qui sont devenus incontournables, et comment est-ce qu'on va convaincre les jeunes de réduire leur consommation ? Qu'est-ce qui fonctionne, Yves ? Alors effectivement, c'est très compliqué. Mais donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin du soutien de la force publique, des autorités pour mener des campagnes de prévention dès le plus jeune âge. Pour rappel, l'OMS demande le moins d'écran possible avant 5 ans. Donc déjà, c'est une aberration que les écoles maternelles soient encouragées à s'équiper en tablette. Et ensuite, il faut passer des messages aux familles. Donc nous, on est en lien. Donc nous, moi, je suis pas du tout médecin, mais je suis en lien avec des collectifs de médecins, notamment le collectif Cause contre la surexposition aux écrans. Ce sont des médecins qui sont spécialisés là-dedans, et ils racontent que quand ils ont des enfants qui ont des grands troubles de l'attention et liés à leur surexposition aux écrans, ce qui leur arrive maintenant dans des proportions hallucinantes, quand ils commencent à réduire l'usage de l'écran, ils convainquent la famille de vraiment rentrer dans des stratégies de réduction forte, progressive de l'usage des écrans, ils ont des résultats miraculeux, c'est-à-dire que vraiment des enfants avec des retards de langage à 2-3 ans qui se mettent à accéder au langage, des enfants avec des troubles de l'attention qui se mettent à en avoir beaucoup moins, voire plus du tout. Donc en fait, c'est quand même possible. On n'est pas tous totalement aliénés et l'affaire n'est pas réglée. Mais il faut de la volonté politique, il faut que les gens commencent à s'en convaincre, il faut une prise de conscience collective, comme ça a lieu, hein, on voit bien sur l'écologie par exemple, on voit bien qu'il y a une vraie prise de conscience en ce moment dans la société. Pour nous, ça va avec en fait, hein, l'idée qu'on va commencer un peu à déconnecter de plus en plus. Ça va avec l'idée aussi d'une sobriété, avec l'évolution des modes de vie qui peut aller dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez définir à partir de quand commence l'hyperconnexion ? C'est compliqué parce que ça va dépendre sans doute des âges et tout ça. Moi, je considère qu'on y est vite. Hein. Pour un adulte aujourd'hui, c'est déjà, on passe la plupart de nos journées devant l'écran quand on travaille. Donc quand en plus on est sur son smartphone et qu'on regarde des séries le soir, ça veut dire qu'on est vite à 10-12 heures par jour. Oui. Pour moi, on est largement dans de l'hyperconnexion, quoi. Hein. Donc, je ne sais pas s'il y a un seuil qu'on peut vraiment fixer, mais je considère qu'il faut... En tant qu'adulte, j'essaye d'être en dessous de 5 par jour d'heures d'écran. 5 heures. Moi, j'essaye, quoi. C'est pas facile, hein, c'est clair, mais... 5 heures, donc ça veut dire que smartphone et... Tout écran confondu. Et tout est en comptant aussi le travail. En comptant mon travail, ouais. Mais évidemment, j'essaye de diversifier mon travail, d'écrire le maximum sur mon cahier, j'ai un agenda, j'essaie de m'éloigner de l'écran le plus possible, quoi, de lire, je fais des interventions dans des classes, etc. Donc ça me sort. Voilà. Maintenant, j'ai bien conscience qu'il y a plein de métiers dans lesquels c'est impossible. Mais dans ce cas, je recommanderais d'utiliser le moins possible son smartphone, d'essayer de ne pas regarder systématiquement des séries le soir, de parfois lire ou de faire des jeux de société en famille, d'arriver à être dans des stratégies de réduction du temps d'écran, quoi. Oui, et peut-être aussi de le faire en conscience. Je pense que ça peut aussi aider de dire, ben voilà, là j'ai peut-être pas le choix, je suis sur l'écran, mais en tout cas je sais ce qui se passe et je peux garder le contrôle.
Quand j'ai gardé le contrôle, c'est-à-dire c'est pas je suis devant comme on fait avec les enfants, on lui prend, c'est la nounou quoi. On lui met l'écran parce qu'on a envie d'être tranquille ou parce qu'on a pas que tranquille, on a aussi des activités, voilà, des choses à faire. Et donc, c'est souvent la solution de facilité pour être tranquille. C'est clair, oui, mais d'autres personnes n'ont pas vraiment aussi le choix. Hein. Donc souvent, c'est ce qu'on dit. Moi, quand je le dis aux parents, je dis limiter. Quand je reçois un enfant atteint d'un syndrome de TDAH, donc de trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, je dis aux parents la même chose. Hein, diminuer. Il me dit oui, mais c'est pas possible. Mais comment vous voulez qu'on fasse, Karima? Je dis oui, mais après à un moment donné, c'est un combat. Hein, vous choisissez. Soit on va créer encore plus d'inattention, de difficultés de concentration, et donc qui dit ça dit aussi perturbation au niveau du comportement. D'accord? Ou soit on décide, on prend le taureau par les cornes et on se dit ok, là stop, on limite, on reste, on n'a pas le choix sur 2 heures, 3 heures, mais on le fait en conscience, c'est-à-dire je suis en train de mettre l'écran, de donner une tablette à mon enfant et je le fais avec cette intention-là. Moi je pense que ça aide beaucoup aussi, parce que finalement on est plus attentif, je crois, aux dérives parce qu'on est vite happé. Regardez, rien quand on fait une recherche, moi je le vois, hein. Et à un moment donné, c'est là où je mets le frein. J'ouvre une fenêtre, et puis une fenêtre qui m'emmène sur une autre, l'ouverture de là. Et puis après, je ne sais même plus ce que j'étais en train de chercher. Et je me retrouve perdue dans la sphère ou dans la toile. Sur la toile, je ne sais pas comment ils appellent ça, les jeunes. Comme disait Yves avant, quand on faisait une recherche, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait dans les livres, on regardait dans les dictionnaires. Oui, et ce n'était pas mauvais dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que on cherchait en tout cas, c'est nous qui cherchions. Il y a la recherche, mais il y a aussi l'enrichissement. L'enrichissement. Là, Yves l'a dit, l'état d'esprit, c'est le publicitaire. C'est-à-dire, ça arrive, c'est des fenêtres intempestives qui s'ouvrent comme ça, sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir. Et du coup, d'être happé, d'être hypnotisé par ça, et finalement être perdu. Donc peut-être rajouter plus de conscience. Ça peut être une piste aussi. Alors, quels sont les problèmes que pose l'hyperconnexion au niveau des apprentissages, Karima? Alors, on l'a dit, déficit de l'attention. Difficulté en fait de fixer son attention à un temps donné. Il y a ça, il y a les troubles du langage quand les enfants sont exposés très très tôt. Difficulté aussi de la gestion émotionnelle. D'accord, aux prises avec des émotions fortes en fait finalement, surtout quand on a affaire à des enfants qui sont ultra sensibles, des enfants en fait qui sont comme je vais l'expliquer un petit peu comme ça si vous me permettez, comme des paraboles en fait, et qui captent en fait toutes des émotions, des choses qui ne leur appartiennent pas finalement et qui ne vivent pas réellement. Et qui se retrouvent à être aux prises avec donc de l'agressivité, de la violence, par exemple dans les jeux vidéo, ou dans des scènes de peur, qui déclenchent en fait des tas d'émotions qu'ils n'arrivent plus à gérer, qui ne leur appartiennent pas finalement. D'accord, c'est pas parce qu'ils ont vécu quelque chose, mais finalement, comme le cerveau, on l'a dit au départ, travaille avec nos 5 sens, donc il ne fait pas la distinction entre l'imaginaire et le réel. Pour lui, tout est réel. Et du coup, à déclencher toute la biochimie du cerveau. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, j'ai parlé des troubles de l'attention, troubles du langage, troubles du comportement aussi, avec agressivité, ou aussi des peurs, des angoisses, et puis aussi des dépressions, hein, des enfants aussi qui ont des dépressions. Troubles alimentaires aussi, quand on reste trop connecté, on ne pense plus à manger. D'accord? Ou on mange sans la satiété. Ou on mange, voilà, ou c'est le contraire aussi. C'est-à-dire qu'on fait 2 choses à la fois, c'est ça? Oui, parce que plus rien n'est fait en conscience. Et c'est plus ce qu'il a mangé. Donc après, il va aller chercher des sucres aussi rapides, parce que le cerveau, il est en hyperactivité, donc il a besoin lui aussi de s'alimenter, je peux dire ça comme ça. Voilà, donc c'est toutes ces difficultés-là qu'on rencontre, Philippe. Et ça, c'est vraiment lié aux écrans, c'est pas lié à autre chose? Alors, il y a des... Ouais, allez-y. Oui. Alors, moi, je suis pas expert médecin scientifique, mais il y a énormément d'études qui démontrent l'impact des écrans sur l'explosion des troubles de l'attention, sur les retards de langage, des troubles d'apprentissage, les problèmes de mémoire, les problèmes d'obésité. C'est le sommeil qui est en baisse dramatique, avec des tas de conséquences en chaîne. Donc d'un strict point de vue sanitaire, il y a déjà tout un tas d'effets qui sont largement démontrés. J'en vois encore une fois à l'ouvrage de Michel Desmurger, La fabrique du crétin digital. Donc le titre peut paraître comme ça un petit peu agressif, mais c'est un livre qui fait référence aujourd'hui. Mais voilà, il fait vraiment autorité. C'est un travail très très sérieux. Il y a 1500 études internationales qui sont collectées et analysées. Donc c'est quand même du solide derrière.
beaucoup de parents vont être confrontés justement à cette période de fin d'année aux cadeaux, mais beaucoup vont céder à la tablette numérique, au dernier portable. Enfin, voilà, ouais, il y a une pression aujourd'hui. Bah ouais, mais justement, c'est tout l'enjeu. Il y a une bataille culturelle derrière, et c'est clair qu'il faut y résister. Vraiment quoi, c'est-à-dire que c'est clair que les enfants ça les rend très heureux de recevoir une tablette, on les comprend. C'est beaucoup de plaisir intense comme ça qui est proposé. Mais bon, j'ai envie de dire, si on a un ami alcoolique, on lui offre pas forcément une bouteille de whisky à chaque fois qu'on le voit. Non, mais j'exagère un peu avec l'image, mais non, mais elle est très parlante et très forte. Et donc oui, les enfants, enfin, on peut leur offrir des livres. Encore une fois, si c'est la lecture, le jeu de société, etc. C'est le dessiner, faire de la musique, enfin toutes ces choses toutes simples. C'est prouvé par une innombrable étude que ça mobilise les capacités d'apprentissage, émotionnel. Enfin, donc. Mais les écrans, est-ce que ça a remplacé tous ces plaisirs et toutes ces activités dont vous parlez? Malheureusement, clairement, en termes de temps, quand on est 10 heures par jour devant un écran, on n'a plus le temps de faire du sport, de dessiner, d'écouter de la musique, de lire. Les gens ne lisent plus. Il y a une étude qui est sortie sur les pratiques culturelles. C'est vraiment hallucinant. Enfin, les jeunes ne lisent plus, parce que les autres continuent à lire quand même. Hein. Oui, mais moins. Clairement, la lecture est en baisse énorme. Les pratiques culturelles, ce qu'ils appellent patrimoniales, donc de l'ère avant numérique, sont vraiment en voie de disparition, de réduction forte. Je sais que le business du livre résiste encore un peu, mais les courbes c'est l'étude du ministère de la Culture qui est sortie cet été. Je vous invite à aller la voir. On a fait une analyse aussi sur notre site. C'est vraiment effrayant. Bien. En tout cas, un bon moyen de résister, de lutter, c'est de participer au financement de ce jeu que vous avez imaginé, Planète Déconnexion. C'est né comment, cette idée de faire un jeu d'ailleurs ? Eh bien, donc on était sollicité pour intervenir auprès des jeunes, et on s'est dit qu'il nous fallait un outil pédagogique qui soit ludique et intéressant. Et j'ai rencontré à Marseille Axel Gay, qui est créatrice de jeux avec une association qui s'appelle l'Éclap. Et donc on s'est associés tout simplement. Elle apporte sa connaissance du monde du jeu, des mécaniques ludiques, le graphisme. Et donc nous, La Vlésieux, on a apporté la connaissance du sujet. Et ensemble, on a créé le jeu. Est-ce que ça manque pas de lumière, pour les jeux aujourd'hui, les jeux de société? On s'est rendu compte que pendant le premier confinement, en tout cas, les gens avaient réacheté des Pulse, des jeux de société, et avaient trouvé du plaisir à jouer en famille. Oui, le Trivial Poursuite, le Scrabble. Un grand retour du Trivial Poursuite. Oui. Voilà, à la maison, on y est revenu. Qu'est-ce qui fait lever les yeux des enfants, en fait, aujourd'hui, et des ados? Qu'est-ce qui peut leur permettre de lever les yeux? Vous connaissez des trucs? Moi, je dirais l'attention humaine. Oui. Notamment. L'attention humaine, et puis aussi, tout à l'heure, vous avez posé la question, Philippe, de est-ce que ça a remplacé... Yves a répondu, mais il y a aussi... les activités traditionnelles. Vous parlez de la notion de plaisir. En fait, de remettre l'enfant, en fait, ou le jeune adolescent dans le vrai plaisir, pas le plaisir illusoire. C'est vrai que les tablettes, les images, ça donne, mais finalement, quand il y a un truc humain, moi je trouve que c'est extraordinaire, et c'est dans la complexité humaine vraiment, c'est le sentiment de culpabilité derrière quand on est resté trop longtemps. Ils le ressentent, les enfants. Les ados, ils le ressentent, ils se disent, mais il y a quelque chose qui n'est pas OK en moi. Il y a quelque chose qui n'est pas... Et donc, si on les amène à réfléchir là-dessus... Comme tu as traîné tout un dimanche chez toi en disant « j'ai perdu ma journée ». Par exemple, exactement. Et de se dire « purée, la journée, elle est passée. La journée, elle est passée, j'ai rien fait de ma journée. » J'ai rien fait. Ouais. Et moi, je l'ai remarqué, j'ai un ado de 17 ans à la maison, mon fils, et je le vois bien. Et je le laisse et je dis « OK, c'est quoi ? Il me dit « j'ai un drôle de goût. C'est un goût dans la bouche. » Et je lui dis « c'est quoi ? C'est du dégoût ? T'es dégoûté ? » Il me dit ouais, un petit peu, mais c'est bizarre, pourtant j'ai rien. Je lui dis peut-être parce que tu as passé un petit peu trop de temps et que finalement ce plaisir, c'est pas un vrai plaisir, parce que quand tu as vraiment du plaisir, c'est pas du dégoût que tu as dans la bouche, c'est au contraire, c'est une espèce d'ouverture du cœur, une espèce de tu as envie de partager, tu as envie d'aller voir les autres, de parler, de sourire, et je lui dis je le vois bien. Donc peut-être le vrai plaisir, redéfinir, et de se relier à ça, se reconnecter à ça peut aider les ados.
Je pense, hein. Et c'est vraiment être dans cette relation authentique. Parce que même à travers les réseaux sociaux, sur leur Facebook ou leur Insta, maintenant c'est Insta, le Facebook c'est pour les vieux comme nous maintenant, mais sur Insta, est-ce qu'il y a un vrai contact là ? C'est quoi ce truc que tu vis là ? C'est quoi que tu sens là ? Est-ce qu'il y a un réel contact ? Est-ce que ça a ouvert ton cœur ? La question que tout le monde, en tout cas que beaucoup de gens se sont posés après le premier déconfinement, c'était imaginer que ce soit avant les smartphones. Comment on aurait fait ? Comment on aurait fait pour tenir 2 mois et demi sans Insta, sans les réseaux sociaux, sans les... Vous savez, au niveau des connexions avec les familles, alors on aurait peut-être téléphoné. Hein. Le téléphone, oui. Le et téléphone, puis, c'est quand même très, très utile. Quoi. Moi, je l'ai vu aussi avec mes voisins. Moi, j'ai autour de la maison des personnes âgées qui n'ont pas justement d'écran ni de tablette. Et mon fils, il me dit, maman, je vais aller voir Pauline si elle a besoin de quelque chose. Et de jardin à jardin, en fait. À l'extérieur du jardin, il appelait Pauline, ça va, tout va bien, est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Et tout ça, maman, elle a fait du thé, maman, elle a fait du... Et en fait, on revient aux essentiels, si vous me permettez, aux vraies choses, aux véritables choses, et pas des choses fausses finalement et virtuelles, quoi. Une phrase, Karima. Oui, une très très belle phrase. Un écran s'éteint et un être s'éveille. On est vraiment là-dedans, quoi. À noter que chez Karima, il y a un parking des téléphones. Oui. Quand on arrive, on se gare et après on garde son téléphone. Ah oui, le soir quand tout le monde est rentré, ça y est, tout le monde est en sécurité, on sait tout où ils se trouvent les uns les autres, donc à la maison. Donc on a le parking des téléphones où on le pose et on coupe jusqu'au lendemain. Alors vous êtes là au 01 53 48 3000. Boha est avec nous. Boha. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour Karima, bonjour à tous les intervenants. Bonjour madame. Quand j'ai vu... bonjour Yves. Donc quand j'ai vu... En fait, je suis sur le compte de Karima et quand j'ai vu hier que vous allez parler des écrans, je me suis dit, ouf, enfin. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et c'est dommage. Donc pour les parents, par exemple, qui cherchent, surtout quand ils ont des enfants en bas âge et qui cherchent pour voir les inconvénients des écrans et leur impact, là peut-être ils sont sensibilisés, ils sont un petit peu conscients. Mais les parents qui, oui, à la télé, comme vous avez dit, voilà, ça calme et tout. Là, je pense pas qu'à un moment ils seront vraiment conscients de ça, ou peut-être qu'ils le seront quand il sera un petit peu trop tard. Donc donc déjà merci d'en parler aujourd'hui. Et donc moi de ma part, je suis maman de 2 enfants en bas âge, 4 ans et 2 ans. C'est Doha. C'est Doha qui a fait la semaine sans écran là. Exactement. Elle a donc fait là une détox, on est à oui. un mois. Vous avez fait une détox. Elle a fait une détox sans écran. Voilà, je l'ai suivi aussi. Voilà, donc aujourd'hui on est à 1 mois sans télé, enfin sans écran, parce que les petits à la base je leur donnais pas de téléphone ou de tablette, donc là c'est 1 mois sans télé. Parce que les gens qui disent on n'a pas la télé mais on a la tablette, le téléphone et l'ordinateur, ça marche pas. Ça marche pas. Écrans, c'est des écrans. Oui. Non. C'est vraiment 0 écran. Et c'était vraiment difficile pour moi parce que le petit pour le moment je le garde avec moi, la petite elle est à l'école, mais juste le week-end ou les mercredis pour moi c'était la galère. Excusez-moi, c'était la galère. Je me disais comment je vais faire. Et franchement c'est venu comme ça. Donc on est parti. Je vous dis l'histoire, peut-être que ça va inspirer d'autres parents. On est parti voir leur pédiatre. C'était tous les 2. Et on a commencé un petit peu à parler. Donc, heureusement, le message, il est passé entre nous. Donc, voilà, je lui ai dit... est-ce que vous pouvez, docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des écrans et tout ça? Parce que nous, on regarde trop la télé à la maison. Il m'a dit, non, mais c'est pas bien. Et elle a regardé la fille, elle a dit, mais c'est pas bien ça, vous savez. Elle a commencé à dessiner 2 petits bonhommes. Elle a dit, voilà, les enfants qui regardent pas la télé, ils les dessinent comme ça. Elle a fait un joli bonhomme. Et les autres, ils le font comme ça. Il y avait juste une tête, 2 mains, 2 bras, 2 jambes. Et ma fille, elle s'appelle Rania, donc là, elle était waouh, est-ce que c'est vrai? Il dit voilà. Et après, ils arriveront plus à parler comme il faut. Ils vont vraiment pas réfléchir. Ils pourront pas analyser des trucs. Ma fille, elle était vraiment dedans. Et à la fin, je lui ai dit, alors, qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit, maman, je pense vraiment qu'il faut qu'on arrête un petit peu la télé. Je sais pas, je pense qu'elle a raison, sinon je pourrais pas être bien à l'école. Je pourrais pas apprendre toutes les lettres.
Je me dis, c'est ça. Exact, c'est vraiment ça. Voilà, t'as tout résumé. Et depuis, franchement, ça a changé. Pour moi, je me disais que ça va être difficile. Et non. Ils sont plus calmes. Je passe plus de temps consciemment avec eux. Parce qu'avant, je me suis dit, c'est moi, voilà, c'est moi qui vais les garder à la maison et tout ça. Mais à un moment, on se trouve en train de faire de l'élevage, si vous voulez. On les nourrit, voilà, on les couche, et puis voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas ces petits moments ensemble. Donc là, par exemple, mercredi, c'est toujours le parc. Donc là, on prend le déjeuner, la sauce, et après, c'est parc. Ou sinon, c'est le matin. Mais sinon, j'essaie vraiment de trouver des activités, de passer avec eux un peu plus de temps. Pour les parents qui travaillent, je comprends. Donc c'est pas facile. Mais on peut, ne serait-ce, vous savez, juste 1 heure. Mais c'est comme ça que j'ai commencé, 1 demi-heure, 1 heure. Consciemment, avec les enfants, ça change tout. Ça change tout. Après, quand on leur dit, par exemple, allez, voilà, maintenant, tu pars pour faire des dessins. Voilà, elle sent que, voilà, elle peut aller faire des dessins. C'est pas que juste, tu veux t'enfuir, tu veux la laisser, la pauvre, allez, va faire tes dessins. Non, elle sent que c'est aussi une activité parce que tu as déjà fait une activité avec elle. Très bien. Alors c'est un beau témoignage. Il n'y a pas eu de suicide chez vous. Voilà, personne ne se tape la tête contre les murs. Tout le monde va bien. Tout le monde va très bien. Voilà, au bout d'un mois sans écran, tout le monde. En fait, il y a quelques jours, donc voilà, on les a couchés. Nous, on s'est mis sur un film et elle s'est réveillée. Et elle est venue, mais franchement, elle était choquée. Oh là là, maman! Oh là là, papa, mais vous voulez bousiller votre cerveau? Mais c'est pas bien! C'est trop chou. J'ai dit oui, t'as raison. Et on a éteint, voilà, le temps qu'elle se rendorme. Bravo Doha. Franchement, c'est très encourageant. Et puis Vraiment. on fait un gros bisou, Doha. Gros bisou, Doha. Alors, on a bientôt. Walid qui nous rejoint au 01 53 48 3000. Walid, bienvenue. Bonjour. Bonjour, Walid. Philippe, bonjour Karima. Bonjour Walid. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour votre émission, Philippe, parce que elle est toujours très intéressante. Et j'ai trouvé le sujet du jour très intéressant. Et moi, c'était plus une réflexion que je voulais apporter par rapport aux écrans. Alors, j'ai pas encore d'enfants. Je travaille dans le conseil, donc beaucoup avec des écrans. Mais bon, j'essaie de me faire un peu avocat du diable de cette réflexion, notamment sur le caractère des choses vraies. Et est-ce que finalement, les choses vraies, ça serait pas lié à l'effort qu'on mène, que ce soit derrière un écran ou je dirais, en vie réelle, avec des objets concrets et compagnie, plutôt que juste de la consommation? Est-ce que le problème, il n'est pas tant là-dedans? C'est-à-dire que quand on fait des grosses parties d'échecs, que ce soit derrière des écrans et compagnie, on peut toujours avoir quelque part le goût de la réussite parce qu'on s'est trituré les méninges. Je ne sais pas si je suis clair dans mes propos. Bah si, et là, la machine est un allié, alors effectivement. Ouais. Oui. Allez-y. Oui. Sur l'effort, Yves. Oui, non, c'est très intéressant comme remarque. Moi, je pense qu'effectivement, de dire que ce qui se passe derrière un écran est virtuel, alors par opposition à ce qui est réel, c'est effectivement un peu un abus de langage. Et effectivement, quand on fait quelque chose derrière un écran, en fait, on le fait, il se passe réellement quelque chose. Moi, ce que je pense, c'est simplement que l'expérience est plus pauvre. En fait, et elle est moins riche d'un point de vue cognitif, émotionnel, etc. Typiquement, la partie d'échecs, c'est un bon exemple parce que j'adore les échecs et que je joue aussi en ligne. Moi, je trouve que les parties d'échecs en vrai sont beaucoup plus intéressantes. On les retient mieux, elles sont plus riches. Il se passe quelque chose avec la personne en face. C'est une expérience humaine 100 fois plus riche que celle qu'on a derrière un écran. Voilà. Mais évidemment que celle derrière un écran, c'est pas rien non plus. Ça reste une partie d'échecs et c'est pas nul non plus, quoi. Ouais. Et du coup, l'autre question que je me posais, c'est, on a tous, je dirais, plus de 20 ans, et du coup, on a connu la vie sans smartphone, et puis sans, je dirais, trop de connexion. Mais et pour les jeunes, en fait, les tout petits, est-ce qu'on peut parler de finalement de vraiment pouvoir comparer à ce qu'on pense et ce qu'on ressent nous? Parce que bon, moi c'est clair, et je partage totalement le point. Hein. Une vraie partie d'échecs avec un ami en face et puis avec des pions en bois. Il y a toute la partie ressentie et compagnie. Mais quand on a des petits jeunes qui maintenant sont nés là-dedans, dans cette ère maintenant Z, je crois que est-ce que finalement ils n'ont pas juste une autre réalité que la nôtre? Déconnectés finalement.
Effectivement, c'est-à-dire que ça permet de mesurer la gravité de la situation. C'est qu'en fait, on est face à un enjeu anthropologique, et c'est d'ailleurs aussi stratégique pour les entreprises du numérique, d'habituer de plus en plus tôt les jeunes à passer le plus possible de temps dans les écrans. Mais je dirais quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que dans la Silicon Valley, ces mêmes personnes qui sont multimilliardaires grâce à la vente d'écrans et d'applications protègent leurs enfants des écrans le plus possible. Là-bas, l'éducation... Dans des écoles spéciales. C'est ça, l'éducation Waldorf qui est à la mode dans la Silicon Valley, c'est pas d'écran avant 14 ans. Bill Gates, il dit toujours partout où il va que sa fille, elle a eu un smartphone à 15 ans. C'est connu, je veux dire, ils le disent tous. Ils disent, moi, mes enfants, ils n'ont pas d'écran jusque le plus tard possible. Donc, finalement... C'est totalement possible de préserver ses enfants d'une surexposition aux écrans. Et d'ailleurs, là, il y a des enjeux sociologiques qui sont très forts. Oui, mais sur l'idée de dire que finalement, l'autre génération, elle n'a connu que ça, et donc elle n'a pas la même réalité que nous. Donc finalement, elle ne comprend pas ce qu'on lui dit. Bah ouais, mais c'est oui et non, c'est-à-dire qu'elle vit aussi des moments sans écran, elle comprend aussi qu'ils n'ont pas la même texture, qu'ils n'ont pas la même réalité, et elle peut mesurer qu'il y a une forme d'aliénation à l'écran, et elle peut se motiver à en réduire l'usage. Nous, quand on intervient auprès des jeunes, on a plein de jeunes qui voient très bien ce qu'on veut dire et qui peuvent se laisser convaincre, notamment par des expériences de déconnexion comme celle qu'a raconté Dora. Là, c'est super intéressant. Ça, c'est les meilleurs témoignages. On en a aussi de temps en temps. Voilà, dans les familles où il y a vraiment un vrai effort, une vraie stratégie qui est mise en œuvre, ça donne des résultats géniaux avec des enfants qui eux-mêmes deviennent les avocats de la cause. Exactement. C'est comme un cours d'histoire, quand vous donnez un cours d'histoire, mais ils n'ont pas vécu la guerre, ils n'ont pas vécu les difficultés et tout ça. C'est exactement la même chose. Ils sont venus, nous on n'a pas connu la guerre, mais comme on nous l'a transmise, comme on nous l'a expliqué, on s'en est imprégné et on a compris que la guerre, c'était quelque chose d'horrible. C'est la même chose. C'est vraiment faire œuvre de pédagogie. Merci Walid pour votre intervention. Merci. Très riche. Oui. Et du coup, on a perdu Walid. Vous avez des trucs pour les parents. Merci Walid. À bientôt. Qui était sur Mars, qui a intervenu de Mars ce matin. Rapidement, quelques trucs pour les parents, Yves, qui pourraient aider les parents, si ça rentre dans 2 minutes. Oui, rapidement. Donc, comme je l'ai dit, si possible, pas d'écran avant 5 ans. Et ensuite, il y a la méthode des 4 pas qu'on répète toujours, qui a été imaginée par Sabine Duflo, donc du CAUSE, l'association dont je parlais. Les 4 pas, c'est très simple. Pas d'écran dans la chambre, pas d'écran au réveil, pas d'écran pendant les repas, pas d'écran avant de dormir. Voilà. C'est facile, oui. Du coup, c'est bien. Ouais. Ça permet déjà de fixer des normes, donc pour tout ce qui est après 5 ans, de fixer des zones, des moments, d'avoir des moments préservés en fait. C'est vraiment d'avoir des endroits sans écran, des moments sans écran. Voilà, c'est l'enjeu clé. Voilà, et puis un jeu, mais un projet de jeu vraiment comme on les aime, intelligent, s'appelle Planète Déconnexion. Vous pouvez participer à ce jeu, donc vous pouvez le financer. Donc Yves, on rappelle les moyens de rejoindre cette expérience. Oui, donc sur la plateforme Ulule, le jeu Planète Déconnexion, si vous tapez Ulule Planète Déconnexion sur votre moteur de recherche, vous trouverez tout de suite. Voilà, vous pouvez jouer en famille, vous pourrez faire des paires comme ça, et c'est utile pour lever les yeux. Merci d'avoir été avec nous. Marie, ce matin, Karima, on vous retrouve la semaine prochaine. Absolument. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous pouvez voir la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.